Bonjour, ici Philippe Fussac. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du prix reçu hier, le 20 mars 2024, par un mathématicien français qui s'appelle Michel Talagrand. Alors Michel Talagrand, c'est un grand probabiliste qui travaille au Centre national de la recherche scientifique à Paris, et il a reçu l'équivalent du prix Nobel des mathématiques. Vous savez qu'il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, et que pour compenser cette absence de prix Nobel dans cette discipline qui est quand même une grande discipline scientifique, l'Académie des sciences de Norvège a décidé de mettre en place un prix spécial qui s'appelle le prix Abel. Alors ce prix Abel est considéré par beaucoup comme une des récompenses ultimes dans le domaine des mathématiques, et elle récompense uniquement évidemment des mathématiciens dont les contributions sont de très grande valeur. Alors Michel Talagrand, donc moi je ne suis absolument pas un expert de dans le domaine de recherche de Michel Talagrand, mais ses recherches m'ont beaucoup intéressé. Et dans le passé, j'ai étudié la géométrie riemannienne, en partie d'ailleurs sous l'égide de Mikhaïl Gromov, qui était mon directeur de thèse il y a longtemps. Et donc, il n'est quand même pas étonnant que, étant donné que Gromov a travaillé en effet sur des domaines connexes à celui de Talagrand, notamment celui de la concentration de la mesure, il n'est pas étonnant que je sois intéressé par ces questions, évidemment. Alors, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est vraiment vous donner une introduction très simple au type de problème qu'a résolu Michel Talagrand, ou en tout cas qui intéressait Michel Talagrand. Ma vidéo sera élémentaire, bien entendu, très élémentaire, mais j'aimerais quand même vous donner une idée décente du type de problème qui intéressait Talagrand. Alors, Talagrand a travaillé sur le phénomène de concentration de la mesure. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit plus tard. Mais il est connu aussi pour ses travaux, notamment sur les suprémums ou les valeurs extrêmes de processus stochastiques. C'est une partie des travaux pour lesquels il a reçu euh, son prix Abel. Il est connu, bien entendu, pour ses fameuses inégalités et ses résultats en théorie de la concentration de la mesure, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et enfin, il est aussi très connu pour avoir démontré pour la première fois la formule dite de Parisi. Alors, qu'est-ce que c'est que la formule de Parisi? C'est une formule qui vous permet de calculer l'énergie libre dans la limite thermodynamique d'un système dit de Sherwood-Kirkpatrick, donc le fameux modèle SK, qui est utilisé dans la théorie des vers de spin en physique statistique. Et en effet, Giorgio Parisi, qui a reçu le prix Nobel en 2021, prix Nobel de physique en 2021, avec coloréat du prix Nobel avec Klaus Hasselmann pour ses travaux sur la modélisation de l'évolution du climat à long terme. Donc, Giorgio Parisi, lui, s'intéressait aux vers de spin, et il a effectivement réussi à démontrer une formule de manière heuristique en utilisant ce qu'on appelle le truc ou l'astuce des répliques, qui lui permettait de calculer en fait toutes les propriétés thermodynamiques d'un ver de spin dans le modèle SK. Et donc, en 2006, Michel Talagrand a réussi à prouver que la formule de Parisi était exacte. Donc ça, c'est une des grandes réussites de Michel Talagrand. Mais comme je vous ai dit, je vais me concentrer sur
les problèmes de concentration de la mesure et c'est de ça que je voudrais vous parler. Donc le sujet principal de mon exposé sera, qu'appelle-t-on concentration de la mesure? C'est la première chose. Alors, concentration de la mesure, qu'est-ce qu'on entend par là? Et quels sont les liens entre la concentration de la mesure et les inégalités isopérimétriques? D'accord? Donc c'est ça qui va constituer le sujet de cet exposé. Et encore une fois, je vous parle de ça tout simplement parce que c'est un des thèmes de recherche principaux de Michel Talleyrand. Et donc, c'est juste, le but de cette lecture, c'est juste de vous familiariser un petit peu avec le type de travaux de Michel Talleyrand. Alors, donc, pour parler des liens entre les inégalités isopérimétriques et la concentration de la mesure, d'abord, je vais vous donner une idée principale. Alors, l'idée, c'est que pour contrôler des fluctuations d'une fonction f de x, alors imaginez qu'on a une fonction f de x où x est aléatoire, d'accord? Donc évidemment, puisque x est aléatoire, nous avons des fluctuations de la fonction f de x. Et donc, ce qu'on va faire, donc, l'idée principale, c'est de regarder x dans son espace géométrique. Donc x, ça peut être un ensemble de mesures, x1, xn, et sa vie dans un certain espace, par exemple Rn. Ou alors, si vous avez des contraintes, on peut aussi avoir évidemment des variables aléatoires qui vivent dans un autre espace, par exemple une sphère ou un espace quelconque. D'accord. Toujours est-il que l'intérêt, ça va être de savoir, finalement, de contrôler les fluctuations de f, et on le fera en regardant la géométrie de l'espace. En général, on va s'intéresser à un espace oméga, je vais vous dire comment est-ce qu'on peut choisir le bon modèle pour cet espace dans lequel on va travailler. Alors, on peut commencer d'abord par une brève introduction aux inégalités isopérimétriques. Inégalités isopérimétriques, je vais écrire ça comme ça, II, inégalité isopérimétrique. Alors, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler du problème de Didon. Didon, reine de Carthage, donc, quand elle a fondé, donc le mythe de la fondation de Carthage veut que Didon ait demandé quelle forme donner à la cité de Carthage, hein, de manière à ce que la cité de Carthage soit entourée par une lanière qui était obtenue en mettant bout à bout des peaux d'un certain nombre de taureaux qu'on avait sacrifiés pour l'occasion, hein. Donc on connaissait le périmètre de la ville et on voulait que la ville soit la plus grande possible. C'est donc, on voulait maximiser, donc le périmètre ici est donné, hein, le bord de la ville est donné, et on veut maximiser la surface. Ça, c'est ce problème de Didon. D'accord? Alors, il se trouve que la sphère est le domaine avec la plus petite surface à volume donné, ou si vous voulez, la sphère et le volume. Donc, la solution du problème de Didon, c'est donc un disque. Et plus généralement, on a donc la sphère qui résout ce problème isopérimétrique. Hein. Si on se donne la surface d'une forme, et ben, la sphère sera la surface qui maximisera le volume, et vice-versa, la sphère est le domaine avec la plus petite surface à volume donné. D'accord? Bon, alors, comment est-ce qu'on démontre ça? Je ne vais pas le faire ici, mais on le démontre, ça a été démontré pour la première fois par deux mathématiciens, et on utilise l'inégalité dite de Brune-Minkowski. D'accord? Alors, mon propos n'est pas de démontrer cette inégalité ici, je ne vais pas le faire. D'accord? Par contre, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour généraliser. Donc, dans quel cadre
Comment peut-on formaliser un cadre général? Dans quel espace devrait-on travailler pour pouvoir avoir des inégalités isopérimétriques? Un espace très général. Alors l'idée, c'est de penser à la notion de volume. Donc à la notion de volume, je vais mettre ça comme ça, notion de volume. Et à la notion de surface. D'accord? Alors, d'abord, je veux dire qu'on va généraliser la notion de volume. D'accord? Au lieu de prendre le volume habituel, on va prendre une mesure. Donc n'importe quel espace mesuré, par exemple la mesure de Lebesgue, une mesure, donc au sens de la théorie de la mesure. Alors, donc ça, c'est évidemment une notion très générale, hein. Par exemple, vous pouvez, si vous donnez une densité dans l'espace, vous pouvez intégrer les volumes avec cette densité. Donc, ça revient à dire que vous avez une certaine densité de masse, si vous voulez. Et donc, vous voyez que vous considérez, évidemment, vous n'avez plus une invariance nécessairement par translation dans l'espace. Et vous pouvez définir, évidemment, un espace qui pèse différemment en différentes régions de l'espace. D'accord? Si vous avez une géométrie riemannienne, par exemple, vous pouvez évidemment définir une mesure qui est associée à la métrique riemannienne, etc. Donc, le volume riemanien, c'est-à-dire donc vous pouvez travailler dans des espaces de forme quelconque, etc. Et un cas particulier de la mesure, c'est dans le cas où la mesure de tout l'espace est 1, et donc on a une mesure de probabilité. Donc tous les espaces probabilisés, quand vous faites des probabilités sur un espace quelconque, d'accord, vous avez une notion de volume, bien entendu. Et le volume, c'est simplement le volume d'un point, le volume d'un événement, c'est simplement un événement aléatoire. C'est tout simplement la probabilité de l'événement. D'accord? Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut arriver à la notion de surface? Alors, notion de surface, vous allez me dire, oui, mais c'est un volume particulier. Oui, mais on va faire quelque chose de plus astucieux. On va se dire que la surface, en fait, une fois qu'on a un espace équipé par une mesure, donc une notion de volume, eh ben, on va considérer que non seulement notre espace oméga est équipé d'une notion de volume, mais en plus, il est équipé d'une métrique. Donc, on va supposer qu'il existe une fonction métrique qui nous permet de mesurer les distances. On va la noter D. Alors, si vous pouvez mesurer les distances, vous pouvez faire la construction suivante. Vous pouvez définir le volume de la surface d'un sous-ensemble A. Vous pouvez le définir simplement en utilisant l'opération d'élargissement de la surface avec la métrique D. Donc, vous allez faire ça. Vous allez regarder la limite quand epsilon tend vers 0 du volume de la surface élargie à niveau epsilon moins le volume de A, pardon, le volume de la région A, du sous-ensemble A élargi par une distance epsilon, moins le volume de A divisé par epsilon. Et ça vous donne une notion de surface. D'accord? Donc, en résumé, on va s'intéresser au type d'espace suivant, qui sont, on appelle ça les espaces métriques mesurés, ou espaces probabilisés maîtrisés, d'accord. Donc ça, c'est le cas où l'espace mesuré est un espace probabiliste, c'est-à-dire que le volume total est 1. D'accord? Alors donc là, vous avez donc le bon cadre. Le cadre des espaces métriques mesurés, c'est le bon cadre pour établir des inégalités isopérimétriques. C'est donc le premier grand progrès conceptuel. D'accord? Ensuite, on peut se poser la question de modèles. D'accord? Quels peuvent être les bons modèles pour traiter d'inégalités isopérimétriques? Alors, les bons modèles. Alors, avant que je commence ça, quand même, je vous dis simplement ce que c'est que l'élargissement de epsilon. Donc, simplement, si vous avez un ensemble A, d'accord, vous l'élargissez à la distance D. Vous utilisez D et vous regardez l'ensemble des points, d'accord,
qui sont à moins de epsilon, de distance de epsilon de A. C'est tout. D'accord ? Et donc l'idée, c'est d'utiliser donc ce genre de définition, hein, et de le glisser dans des inégalités isopérimétriques qui vous diront comment, comment par exemple borner la surface à volume donné, ou comment borner le volume à surface donnée, par exemple. D'accord ? Alors évidemment, en géométrie, vous avez la notion de boule, hein, qui est évidemment une région modèle. La boule, c'est simplement l'ensemble des points à égale distance ou à une distance inférieure à un nombre donné d'un point. Alors, en particulier la boule unité, qu'on peut noter B1, ça sera évidemment l'ensemble des points à distance 1 d'un centre. D'accord ? Et donc, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment, quand vous augmentez le rayon de la boule, comment est-ce que le volume de la boule change. Alors, dans un espace plat euclidien, le volume de RB, c'est simplement une constante qui dépend de la dimension de l'espace fois R puissance n. D'accord ? Et vous pouvez facilement vous assurer que le volume du bord de la boule de rayon n, d'accord, c'est en fait la dérivée de ça. Donc n, c'est de n, r, n-1. D'accord ? Donc ça, c'est finalement une traduction, on va dire, analytique de cette définition. D'accord ? Alors, on constate évidemment que les constantes C de n vont intervenir. Donc les C de n, les constantes C de n vont intervenir dans les inégalités isopérimétriques, et elles dépendent de la dimension. Alors une première question, c'est peut-on trouver des inégalités isopérimétriques qui s'affranchissent de la dimension, qui sont universelles? Et ça, c'est un résultat, c'est notamment le genre de résultat qu'a résolu Talagrand. Effectivement, Talagrand prouve des inégalités, d'accord, des inégalités isopérimétriques qui sont indépendantes de la dimension. D'accord ? Donc ça, c'est un premier exemple de résultat obtenu par Michel Talagrand. D'accord ? Alors maintenant, je vais vous parler, je vais essayer de vous parler un peu plus en détail des liens entre isopérimétrie et donc isopérimétrie et concentration. D'abord, expliquons ce que c'est que le phénomène de concentration de la mesure. Alors, c'est un phénomène qui a été découvert par Lévy en 1929 sur la sphère, hein, puis il est réapparu dans la théorie des espaces de Banach, notamment avec un théorème dû à Dvoretsky en 1960. Dvoretsky, j'ai du mal avec mon stylo. Bon, je récapitule. Ok. Donc, et en 1979, Vitaly Milman et Mikhail Gromov ont donné une nouvelle démonstration du théorème de Dvoretsky. Et cette nouvelle méthode et les méthodes développées par Milman et Gromov ont littéralement fait exploser ce champ de recherche. Et c'est dans ce cadre que se sont situés les travaux de Michel Talagrand. D'accord ? Alors, intuitivement, qu'est-ce que c'est que le phénomène de concentration de la mesure ? Eh bien, si on a un sous-ensemble A dans un espace produit, d'accord, qui a une mesure plus grande que 1,5, d'accord, alors A est envahissant, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il touche ou il est proche de tout point du produit. C'est ça le phénomène de concentration de la mesure. Bon. Alors, maintenant, en quoi est-ce que la concentration de la mesure, ce phénomène-là, est lié aux inégalités isopérimétriques ?
Alors, je vais vous donner des exemples, d'accord? L'idée principale des inégalités isopérimétriques est qu'elles traduisent combien de masse se trouve près du bord des objets. Hein. Si vous prenez une sphère, par exemple, d'accord? Et vous prenez donc, mettons une partie ici, d'accord? Une partie, voilà, un objet sur la sphère, d'accord? La question, c'est combien de masse se trouve au voisinage, ici, d'accord, du bord de cet objet, d'accord? Alors, pour quantifier cette idée, d'accord, donc combien de masse se trouve près du bord des objets, d'accord? Et évidemment, on s'intéressera principalement à des objets qui sont optimaux ou dans un certain sens. Alors, on introduit pour ça la fonction de concentration. Fonction de concentration. Alors, qu'est-ce que c'est la fonction de concentration? On la définit comme ça. Pour n'importe quel t positif, ça va être le suprémum pour tous les a dans notre espace tel que la probabilité de a est plus grande que 1,5 de la probabilité du complément de l'élargissement de niveau t de a. Voilà, ça c'est la fonction de concentration. D'accord? Alors une autre notion importante, c'est la notion de médiane. Qu'est-ce que c'est la médiane d'une variable aléatoire x? C'est simplement un nombre m tel que le minimum de la probabilité que x soit plus grand que m et de la probabilité que x soit plus petit que m est 1,5. D'accord? Donc en gros, une médiane coupe A en deux. Médiane coupe A en deux. D'accord? Les deux parties, x plus grand que m et x plus petit que m, ont au moins une mesure égale à 1,5. D'accord? Alors, maintenant qu'on a introduit ces définitions, donc fonction de concentration et médiane, d'accord, on va introduire les premières inégalités générales de concentration qui sont dues à Lévy. Donc, concentration de la mesure, d'accord, ok, take one, inégalité de Lévy. Inégalité de Lévy. Alors, qu'est-ce que dit l'inégalité de Lévy? Elle dit que quel que soit f, lipschitzienne, ok, de Lipschitzienne de rapport de Lipschitz 1 pour la métrique D, ça veut dire tout simplement que f de x, que la fonction n'augmente pas les distances. Donc, quelle que soit cette fonction, d'accord, et pour tout t plus grand que 0, eh ben, la probabilité que la fonction de x soit plus grande que la médiane de f plus t, donc s'écarte de plus de t de la médiane est bornée par la fonction de concentration. Et ça, c'est vrai aussi bien au-dessus de la médiane qu'en dessous. Hein. Donc vous avez les deux morceaux sont vrais. Ok. Alors pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Donc on va prouver ça rapidement. Pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Parce que si on regarde A, en prenant un A, qui sont l'ensemble des x tels que f de x est
est inférieur à M. La probabilité de A est supérieure à 1,5. D'accord. Alors, si vous élargissez A, d'accord, par T, ça va être évidemment l'ensemble des points Y tel qu'il existe un X à distance moins que T de A. D'accord. Et ça, c'est inclus, c'est donc l'argument principal, dans l'ensemble des Y tel que, là, ici, vous n'avez pas de F, mais là, on va introduire F, tel que F de Y, d'accord, est inférieur à médiane de F plus T. Et en effet, ça c'est vrai parce que on a évidemment on a F de Y moins F de X, d'accord, est inférieur à D de XY qui est inférieur lui-même à T. D'accord. Donc la probabilité que F de X soit supérieur à M plus T est inférieure à la probabilité de A élargie T complément, et ça c'est inférieur à alpha de T. C'est la fin de la preuve. Évidemment, la preuve marche de la même façon de l'autre côté. Alors on a aussi une réciproque de Lévy. Ok. Et la réciproque nous dit quoi? Eh bien, elle nous dit simplement que si vous supposez que vous avez bêta de t, d'accord, tel que quelle que soit f lipschitzienne, d'accord, on a p de f supérieur à mf plus t inférieur à bêta de t, d'accord, automatiquement bêta de t est supérieur ou égal à alpha de t. Donc en un certain sens, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que l'inégalité de Lévy est serrée ou optimale, si vous voulez. D'accord. Alpha de t est vraiment la meilleure fonction. La fonction de concentration est la meilleure fonction que vous pouvez trouver pour voilà, dans le théorème de l'égalité de Lévy. Alors on a effectivement, on peut en parler de concentration, puisqu'on voit effectivement qu'on est en train de cerner, comment F se concentre près de la médiane. D'accord. Alpha de t mesure justement l'écart à la concentration de la médiane. Et donc, si la fonction de concentration alpha de t diminue rapidement quand on augmente t, ça veut dire qu'il y a une grosse partie de la masse de F, toutes les fluctuations de F sont très proches de, la fonction est très proche de sa médiane. Hein. Donc fonction F proche de la médiane, d'accord. Concentration. On a une concentration des valeurs de F près de la médiane, et c'est ça qu'on veut quantifier, d'accord. Bon. Donc, en conséquence, on voit que le théorème donc, de Lévy nous permet de cerner la concentration des fonctions lipschitziennes vers leur médiane. Alors maintenant, la question c'est, d'accord, mais comment peut-on quantifier tout ça, et que vaut la fonction de concentration alpha de t? Donc, c'est ça la question. Oui, mais comment calcule-t-on alpha de t, fonction de concentration? Alors, il y a des cas où on peut faire des calculs exacts. C'est-à-dire qu'on peut trouver exactement la forme qui minimise la surface quand on se donne le volume, par exemple. Donc, si on peut trouver, effectivement, si on peut trouver B, si on peut trouver un modèle B, si on peut trouver un modèle B tel que le volume ou la probabilité de B est plus grand que 1,5 et que pour toute partie A, pareil, de volume plus grand que 1,5, alors l'élargissement de A est plus grand que l'élargissement de B,
d'accord? Donc si on peut trouver un tel B explicite, d'accord? Si on peut trouver un tel B explicite, alors B nous donne un majorant, et c'est ça qui est important. Alors on peut borner la fonction de concentration par la probabilité de BTC, complément de l'élargissement de B. D'accord? Et donc vous voyez bien, hein, d'accord, qu'en utilisant ce type d'inégalité, voilà, on peut contrôler la concentration explicitement. D'accord? Alors, je vais vous donner des exemples de telles inégalités isopérimétriques exactes. Alors, voilà, donc je vais d'abord commencer par inégalité isopérimétrique exacte 1. Alors ça, on va regarder les demi-boules. Les demi-boules. D'accord? Alors là, on est encore, donc notre espace, c'est donc une sphère. D'accord? Et notre espace modèle B, c'est tout simplement une demi-boule. Hein, tout ça. Ça, c'est B. Et on est en dimension n. D'accord? Donc, effectivement, c'est l'ensemble des x appartenant à la sphère de dimension n, ou dans l'espace de dimension n, donc de dimension n-1, tel que, mettons, la première coordonnée est positive. Alors, on a évidemment la probabilité de B, c'est 1,5, on a la moitié de la sphère, d'accord? Et effectivement, on satisfait on peut montrer donc qu'on satisfait cette condition, d'accord? Donc ça, c'est pas très difficile à démontrer, d'accord? Et non seulement ça, mais on peut montrer que l'élargissement, on peut calculer exactement qu'est-ce qui se passe pour l'élargissement. Alors, supposons qu'on élargisse ici, d'accord? On élargit ici par t, d'accord? Alors, l'idée, c'est que presque toute la masse se concentre près de l'équateur. Hein? Donc, le complément là que vous allez négliger, là, ce complément-là, d'accord, va être de masse négligeable dès que t, il va décroître très rapidement quand on va augmenter t, ce qui se traduit par l'inégalité probabilité de BTC inférieure à exponentielle de moins n-1 t carré sur 2. D'accord? Donc, en gros, il y a peu de masse au sud de l'équateur. Hein? C'est encore une façon de traduire le phénomène de concentration de la mesure sur une boule. D'accord? Pratiquement toute la masse se concentre près de l'équateur. D'accord? Alors, en particulier, une conséquence de ça, c'est que si vous travaillez en grande dimension, alors vous prenez donc un équateur quelconque. Donc vous prenez un équateur quelconque, vous prenez un plan qui passe par l'origine, coupez la sphère, hein, et bien évidemment, presque toute la masse de la sphère se trouve là. Presque toute la masse de la sphère se trouve ici. D'accord? Mais évidemment, ça c'est vrai pour n'importe quel équateur. Donc si j'en prends un autre, presque toute la masse se trouve aussi ici. D'accord? Donc en particulier, ici, hein, dans l'intersection de ces... Okay, presque toute la masse se trouve dans cette intersection. Hein, puisque vous avez pratiquement la masse est 1 ici, 1 moins epsilon, 1 moins epsilon aussi ici. Donc si vous appliquez simplement les propriétés de la mesure, d'accord, vous avez pratiquement toute la masse. Alors ça, c'est pas très intuitif. On voit que des régions qui sembleraient petites sur la sphère, en fait, envahissent pratiquement toute la sphère. Donc il y a vraiment une différence entre le dessin qu'on peut faire et l'idée de mesure. Alors,
Maintenant, je vais vous montrer une autre inégalité célèbre, hein, un autre modèle célèbre. Donc, on parle encore de modèle exact ici. Donc, un autre modèle exact. Inégalité isopérimétrique exacte 2. Et donc là, je veux parler du théorème isopérimétrique gaussien. Théorème isopérimétrique gaussien. OK? Alors, pour le théorème isopérimétrique gaussien, on ne va pas se placer sur une sphère, mais on va se placer simplement dans oméga égale Rn. Notre distance, ça va être simplement la distance euclidienne, d'accord? Et on va mesurer l'espace de simplement la mesure gaussienne. Simplement la mesure gaussienne, qui est simplement le produit tensoriel de la gaussienne n01. Vous intégrez toute fonction, vous pouvez intégrer toute fonction avec e moins x carré sur 2 essentiellement, avec une constante devant. D'accord? Alors, évidemment, puisque ça converge très rapidement vers 0 à l'infini, donc c'est évidemment et la constante est telle que, évidemment, on a un espace probabilisé, donc évidemment gamma n de Rn est 1, bien sûr. Donc gamma n ici joue le rôle de notre mesure sur cet espace probabilisé. D'accord? Alors là, vous avez exactement donc l'espace modèle qui joue le rôle de l'hémisphère, mais donc qui satisfait ça. Quel est le B qui satisfait ça? Eh bien, c'est tout simplement les demi-plans. Les demi-plans. Donc les espaces optimaux sont les demi-plans. Par exemple, ça. D'accord? Alors, effectivement, cela nous permet de montrer que, que la fonction de concentration est inférieure, pareil, même chose, BTC, et est égale à la probabilité que x1 plus grand que t, et ça, c'est inférieur à e puissance moins t carré sur 2. Donc, on a cette inégalité de concentration, et vous voyez que bonus, voilà, n n'apparaît. Alors, je voudrais mentionner donc, au-delà de ça, je voudrais mentionner que il y a très longtemps, quand je faisais mes études en licence, j'avais fait la connaissance d'une personne qui s'appelle Antoine Erhardt, qui était bon ami. Et Antoine Erhardt a démontré le théorème isopérimétrique gaussien avec une magnifique généralisation de la méthode de symétrisation ou de réarrangement que Steiner, un grand mathématicien, un grand géomètre du XIXe siècle, avait lui-même utilisé pour démontrer l'inégalité isopérimétrique classique dans les espaces euclidiens. D'accord? Donc, Antoine Erhardt, okay, a démontré une inégalité isopérimétrique qui s'appelle l'inégalité de Erhardt. Et de Erhardt. Voilà. Malheureusement, Antoine nous a quittés bien trop tôt et nous n'avons pas pu profiter de son immense talent et de sa grande générosité. Ça, c'est extrêmement dommage. Le résultat d'Antoine, c'est une preuve géométrique extrêmement élégante d'un théorème qui a été prouvé plus tôt par Borel, Soudakov et Tsirolson. Borel, Soudakov, Tsirolson. D'accord? Donc en fait, Antoine a donné une très belle démonstration géométrique de ce théorème. Et on peut rapidement mentionner que dit ce théorème. Quelle que soit une partie de Rn, d'accord, la mesure du bord de A est... Donc là, vous avez vraiment l'inégalité isopérimétrique qui compare le volume du bord au volume tout court.
est plus grande qu'une certaine fonction que je vais vous expliciter, d'accord? La fonction de concentration essentiellement. Voilà. Gamma de A, c'est le volume gaussien de A, d'accord? Gamma plus de A, c'est le volume du bord. Et la fonction I, c'est la fonction qu'on obtient en prenant la fonction de probabilité, donc la densité de la gaussienne, et on l'applique à tout simplement à la fonction inverse de la fonction de distribution cumulée de x. Voilà. C'est ça le théorème de Borel-Sudakov-Tillotson, et dont Antoine a donné aussi une démonstration. Et l'égalité, quand est-ce qu'on a l'égalité? Eh ben, elle a lieu pour les demi-espaces. P. Ok. Donc, ce sont les demi-espaces qui réalisent l'optimum, hein, c'est-à-dire qui minimisent la surface du bord, qui minimisent la surface à volume donné. Okay. Minimiser la surface, les demi-plans minimisent la surface à volume donné. Pour la mesure de Gauss. Minimise surface à volume donné. Ok. Alors, je vais terminer en vous mentionnant les applications. Donc, les applications sont très très nombreuses. D'accord. Alors, on peut parler de chaîne de Markov. On peut regarder la diffusion d'informations dans les graphes. On peut regarder l'équation de la chaleur avec termes convectifs. Par exemple, on peut utiliser l'inégalité de Erhardt pour démontrer l'hypercontractivité des semi-groupes de Ornstein-Uhlenbeck. Alors, qu'est-ce que c'est que le semi-groupe de Ornstein-Uhlenbeck? C'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement le semi-groupe. Donc, c'est un semi-groupe parce qu'on a PT plus S égale à PT rond PS. Hein? Donc, on a une équation d'évolution. On suppose qu'on a une équation d'évolution qui est en fait simplement l'équation de la chaleur. Donc, on a une diffusion avec un terme convectif. C'est ça qu'on appelle équation de. Donc, ça, c'est l'équation simplement de diffusion avec un terme convectif. D'accord? Et donc, qu'est-ce que c'est que PT? Ben, c'est simplement PT, c'est simplement l'opérateur qui envoie la condition initiale G sur la solution au temps t. D'accord? Et donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut interpréter, évidemment, comme on a un phénomène de diffusion, on peut interpréter la solution PT, donc appliquée à G, c'est une fonction X, d'accord? Et en fait, on peut l'interpréter comme étant l'espérance de G de xt star, où xt star obéit à une équation différentielle stochastique, EDS. Voilà. Donc, c'est simplement, simplement pour vous montrer le genre de choses auxquelles on peut appliquer, ces inégalités de concentration. D'accord. Donc, on peut regarder, par exemple, avoir des bornes pour des temps de mélange, des temps de diffusion, temps pour atteindre certains états, etc. D'accord. Donc, évidemment, les exemples sont innombrables. Ça, c'est un exemple, on va dire, pour une chaîne de Markov en temps continu. D'accord, hein. Donc, ça, c'est un exemple continu. Mais évidemment, on peut aussi regarder des concentrations dans des espaces discrets ou avec des chaînes de Markov. Chaînes de Markov discrètes. D'accord. Alors, voilà. Fin. Alors, j'espère que, en résumé, j'espère que vous avoir convaincu qu'il y a effectivement des liens profonds qui existent entre les inégalités isopérimétriques et le phénomène de concentration de la mesure,
et que ces liens, d'accord, sur lesquels ont travaillé, des mathématiciens tels qu'Antoine Erhardt, hem, Mikhaïl Gromov, Vitaly Milman ou Michel Talagrand. J'espère que, hem, j'espère que vous comprenez, que ces recherches mathématiques ont donc une importance, dans beaucoup d'applications.